A promoção Conexão do Assinante está terminando. Foram 4 semanas nas quais você participou e definiu a programação do GNT. A todos vocês, o GNT gostaria de agradecer e dizer que continuamos abertos às suas sugestões para melhorarmos cada vez mais a programação do canal. O vencedor desta semana foi Sigmund Freud, A Invenção da Psicanálise, documentário longa-metragem que conta a história da psicanálise. Uma história repleta de paixões, lirismo, ambições e loucuras. Fique agora com Sigmund Freud, A Invenção da Psicanálise. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Pendant un demi-siècle, Sigmund Freud vécut à Vienne dans une rue tranquille, au 19 de la Bergasse. Dans cette maison, il pratiqua la psychanalyse et rédigea son œuvre. Explorateur des profondeurs de l'inconscient et initiateur d'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, il voulut toute sa vie éclairer le côté nocturne de l'âme. Son divan fut un lieu d'investigation, un laboratoire où il reçut de ses malades son expérience et son savoir clinique. Il brisa les tabous liés à la sexualité et permit aux femmes de s'émanciper. Après avoir construit l'essentiel de ses théories, il décida de réunir chez lui un groupe d'hommes, médecins, historiens et écrivains, pour former la première association freudienne, la Société psychologique du mercredi. La première séance a lieu en octobre 1902, à 9 heures précises. Le rituel s'installe, café, cigares, petits gâteaux. Véritable banquet socratique, immergé dans l'esprit viennois du début du siècle, la Société du mercredi fut un laboratoire d'idées nouvelles. Ceux qu'on appelait les hommes du mercredi se réunirent autour d'un maître autoritaire qui éveillait leur conscience. Ils voulaient changer le monde à l'aide d'une doctrine, la psychanalyse. Ils parlaient de philosophie, de littérature, de mythologies anciennes et surtout de maladies psychiques et mentales, avec au cœur de cette histoire les hystériques. À l'hospice de la Salpêtrière, ancien arsenal construit sous Louis XIV, les folles sont isolées dans le quartier spécial des incurables et enchaînées. On les abandonne ainsi à demi nus, au milieu de leurs immondices. À travers les barreaux d'une grille, on leur distribue une nourriture faite de soupe froide et de déchets. Les hystériques soignent leurs compagnes en simulant à merveille leur maladie. Elles sont possédées par la manie de mettre en scène la souffrance des autres. Elles ont le génie du rire, des tragédies et du sanglot. Elles enseignent la folie du monde, la misère du peuple. Freud arrive à Paris un matin d'octobre 1885. Il vient en France pour découvrir sa véritable vocation.
le futur inventeur de la psychanalyse, est un jeune médecin juif âgé de 29 ans, amoureux de sa fiancée Martha, à laquelle il envoie un volumineux courrier. J'ai maintenant une impression complète de Paris, et je pourrais devenir très poétique en comparant la ville à un énorme sphinx, prêt à dévorer tous les étrangers qui ne résolvent pas son énigme. Ce Paris est un rêve inextricable. Je me réjouirais fort de me réveiller. Freud vient à Paris pour suivre les leçons cliniques de Jean-Martin Charcot, le plus grand neurologue de l'époque. Né en 1825, dans une famille modeste, il exerce ses talents à l'hospice de la Salpêtrière. On le surnomme le Napoléon des hystériques. Lorsque Charcot est nommé à la Salpêtrière, il est nommé dans un hôpital qui est en fait un immense hospice pour les femmes. Il y a près de 5 à 6 000 femmes qui sont enfermées à la Salpêtrière. Et pour lui, ça serait une espèce de matériau d'expérience à partir duquel il prétendra, avec un esprit de méthode et de classification extraordinaire, faire une typologie, une symptomatologie de toutes ces affections mystérieuses qui frappent l'être humain lorsque sa raison vacille. Connue depuis l'Antiquité, l'hystérie apparaît aux yeux des savants de la fin du siècle comme une maladie de l'utérus qui saisit le corps des femmes. Pour comprendre la nature des convulsions, les médecins plongent les patientes dans un état de somnambulisme ou de sommeil éveillé que l'on appelle hypnose. Approchez, ma sœur, approchez. Voilà. La méthode de Charcot sera popularisée par ce fameux tableau de Brouillet, la leçon clinique de Charcot, les fameux mardis de Charcot à la Salpêtrière, où assistait toute la bonne société libérale et républicaine de Paris. Toute cette époque, 1860-1880, plonge dans la névrose hystérique. Emma Bovary est un magnifique cas de petite hystérie ou de petite hystérique. Baudelaire lui-même, dans son journal, parlera de la nécessité pour lui, poète, de cultiver jusqu'à la jouissance et la terreur son hystérie. Charcot endort les femmes de la Salpêtrière et fait disparaître provisoirement paralysie et contracture. Il utilise l'hypnotisme pour démontrer que l'hystérie est une névrose fonctionnelle sans lien avec l'utérus. Aussi refuse-t-il de parler publiquement des causes génitales. Fasciné par le théâtre de l'hystérie, Freud remarque que la relation entre le médecin et ses patientes ressemble à une histoire d'amour. Il est ébloui par les leçons de Charcot. Martha, ma chérie, je vais te raconter en détail ce qui agit sur moi. Charcot, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir mes conceptions. Aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L'hystérie, telle est la maladie dont Freud s'empare à l'orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l'angoisse, l'oubli,